Bonjour Christophe Boutin, vous êtes politologue et professeur universitaire. Avec vous, on va essayer de faire le point sur la situation actuelle au Moyen-Orient. On a l'impression que l'épicentre de la crise s'est déplacé à présent au Liban, dans le sud Liban pour être précis, même si c'est tout le pays qui est en effet bouleversé par l'offensive israélienne, et avec le chef du Hezbollah qui s'est exprimé hier et qui refuse tout accord de cessez-le-feu avec Israël. C'est un peu la quadrature du cercle qui est impossible à résoudre. Bonjour, écoutez, nous nous retrouvons un peu dans la même situation que celle que nous avons connue dans les tentatives d'accord entre les USA et l'Iran au sujet du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qui commence à faire le premier geste. L'accord qui a été signé, l'accord de cessez-le-feu qui a été signé, ou du moins qui a été proposé par le contrôle américain entre les Israéliens et les Libanais, cet accord prévoit de commencer par le retrait des forces du Hezbollah du sud Liban et un arrêt complet des tirs des forces du Hezbollah. Inversement, le Hezbollah considère, et ça a été dit par son chef, on l'a entendu dans votre journal à l'instant, considère que on doit commencer par le retrait des troupes israéliennes de la zone du sud Liban et l'arrêt des tirs israéliens, notamment sur Beyrouth Sud. Donc la question est de savoir qui commence, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut arriver à un accord avec deux positions tranchées. L'Iran, qui, on le sait, soutient la politique du Hezbollah, soutient aussi ce retrait préalable des forces israéliennes. La question étant de savoir qu'est-ce qui se passerait en cas de retrait. Est-ce que vous pensez que la milice chiite, le Hezbollah, n'a pas complètement tort de penser qu'il y a un risque de partition du Liban, avec cette zone qui serait réservée à l'armée libanaise, une autre zone qui continuerait d'être occupée par l'armée israélienne, et c'est ce que dénonce le Hezbollah. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un partage quelque part entre le nord et le sud du pays ? Il y a une crainte de voir se refaire ce qu'on a connu entre 1982 et 2000, c'est-à-dire effectivement une occupation israélienne sur une partie du territoire libanais. Lorsque les Israéliens demandent par exemple au Hezbollah de se retirer au nord du fleuve Litani, c'est-à-dire à peu près à 30 kilomètres au-dessus de la frontière qui sépare Israël et le Liban, il y a la question de cette zone intermédiaire. Les pourparlers qui sont en cours sont des pourparlers visant à savoir qui contrôlerait cette zone. On a plusieurs termes qui sont utilisés, zone de sécurité, zone tampon. Et vous l'avez dit, l'un des éléments qui est proposé, c'est le positionnement des forces armées libanaises sur cette zone pour sécuriser la zone tampon et en lieu et place en quelque sorte des combats qui ont lieu. Maintenant, les forces armées libanaises sont, semble-t-il, assez sous-dimensionnées pour cela. On sait que depuis des années, elles sont sous-équipées militairement. Je veux dire elles ont un rôle de force de maintien de l'ordre beaucoup plus que de forces armées capables d'affronter, un tant soit peu, on le comprend bien, une armée aussi entraînée que l'armée israélienne, ou même que des milices surentraînées et équipées d'équipements intéressants comme les drones, comme l'ont montré le Hezbollah. Bref, la question de cette zone intermédiaire, vous avez raison, c'est véritablement un des points centraux de cette possibilité d'accord. Et justement, est-ce que ce qui se passe actuellement au Liban, la situation que l'on connaît, est-ce qu'elle est en train de conditionner un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran directement? C'est en tout cas ce que croit savoir ou semble vouloir dire Donald Trump lorsqu'il a téléphoné à Benjamin Netanyahou, c'était il y a quelques jours, pour, je vous passe les noms d'oiseaux, mais grosso modo pour lui dire mais tu es complètement fou. L'idée de Benjamin Netanyahou était d'envoyer des troupes terrestres jusqu'à Beyrouth. Là, c'est Téhéran qui dit moi, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu et de paix au Liban, moi je signe rien. C'est le véritable problème, encore une fois, qui fait partie de cette quadrature du cercle. On retrouve effectivement, vous avez tout à fait raison, les deux zones de conflit qui sont intimement liées. Rappelons que de toute façon, s'il y a un conflit au sud Liban, c'est aussi parce que le Hezbollah, après les attaques israéliennes contre l'Iran, a choisi d'attaquer, d'en faire des tirs à l'encontre d'Israël, et que Israël, qui est actuellement dirigé, rappelons-le, par des gens qui souhaitent avoir une zone de sécurité au nord du pays et qui n'hésitent pas pour cela à engager des moyens très lourds, y compris dans
dans un pays étranger comme le Liban, souhaite maintenir cela. Vous avez raison, l'administration américaine, elle est actuellement partagée entre les deux. D'abord, l'administration américaine, elle aimerait bien quand même arriver à un accord avec l'Iran, sortir un peu gagnante, d'autant plus qu'il y a une pression interne importante. On vient de le voir avec le vote qui a eu lieu à la Chambre des représentants. Il y a les élections de novembre qui vont arriver. Bref, le pouvoir américain actuellement aimerait se sortir du guêpier, si je puis dire, iranien, n'attendait pas nécessairement la résilience que l'on constate du pouvoir iranien et ne souhaite pas le voir, ce conflit, je dirais, augmenter effectivement par les volontés israéliennes de on ne sait pas bien quoi. Parce que sur le sud Liban, il y a d'abord des millions et 1 million de personnes déplacées, il y a des destructions énormes qui sont faites par Israël. Et puis, vous l'évoquez, la communauté libanaise elle-même est divisée sur le sujet. Le général Aoun craint d'ailleurs que cet accord et même que le positionnement des forces armées libanaises conduisent à une accélération des tensions intracommunautaires libanaises. On a ici quelque chose de particulièrement explosif. Oui, sur le dossier, cette fois américano-iranien, même si on vient de dire qu'ils sont intimement liés, Donald Trump, alors c'est pas la première fois qu'il le dit, mais il y a peut-être un élément supplémentaire. Donald Trump a déclaré, c'était avant-hier, qu'il y avait une éventualité de possibilité de signature d'un accord dans le courant du week-end. Est-ce que ça signifierait, selon vous, que Donald Trump aurait peut-être des envies de signer cet accord avant le démarrage de la Coupe du Monde ? Je vais passer avec le démarrage de la Coupe du Monde, mais je crois que surtout c'est les tensions internes, si vous voulez, des USA plus que la Coupe du Monde. Encore une fois, j'ai évoqué le vote de la Chambre des représentants, dans lequel on a vu des parlementaires républicains rejoindre les parlementaires démocrates pour tenter de faire pression sur Donald Trump et qu'un vote du Congrès soit possible. On sait que Donald Trump joue la montre en la matière, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il rentre dans les délais qui devrait normalement permettre un vote du Congrès qui choisirait de conduire, d'arrêter ou de conduire à nouveau des opérations contre l'Iran. À chaque fois qu'on approche de ça, Donald Trump joue la montre en disant non mais il y a un accord de cessez-le-feu qui va être signé, il y a un cessez-le-feu, donc on n'est plus dans une opération de guerre et il faut arrêter la computation du délai. C'est un peu technique si vous voulez, mais c'est des rapports entre exécutif et législatif et on sait que ces rapports sont parfois très conflictuels à cause de la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Donc ici, il relance cette idée de cessez-le-feu, il relance cette idée notamment parce qu'il est en situation de faiblesse par rapport à l'évolution d'abord d'une partie de l'opinion américaine, y compris de sa propre opinion. On le voit, hein, j'évoquais ces parlementaires républicains qui ont voté avec les démocrates. Et il voit venir les élections de novembre et il aimerait bien que les choses soient réglées auparavant, c'est absolument certain. Est-ce qu'on peut parler d'enlisement, selon vous ? D'enlisement, le terme est peut-être un petit peu excessif. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'administration de Trump ne pensait pas qu'il y aurait une telle capacité de résilience de la part du pouvoir iranien. Il pensait sincèrement que les frappes qui avaient été faites initialement, qui visaient à décapiter ce pouvoir iranien, allaient conduire à des troubles intérieurs, allaient conduire à une instabilité et ne s'attendait pas à ce maintien. On a encore un Iran qui, là, actuellement, sur la scène internationale, est loin d'être perdant de cette confrontation en termes symboliques. Oui, l'Iran qui menace d'ouvrir d'autres fronts si il ne devait pas y avoir d'accord d'une part et si les États-Unis devaient de nouveau frapper le pays, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Est-ce que là aussi le risque est très très sérieux? Je pense particulièrement au détroit de Mendeb, par exemple. Alors, oui, bien sûr, mais puisque vous parlez de ces menaces en quelque sorte iraniennes, elles sont liées à ce qu'on évoquait aussi au début, c'est-à-dire la situation du Sud-Liban. L'Iran semble avoir fixé des sortes de lignes rouges, aussi bien d'ailleurs pour Gaza que pour le Liban, et vise ici, qu'on considère qu'une pression supplémentaire israélienne, notamment une pression, selon clair, sur la zone de Beyrouth Sud, serait le dépassement d'une ligne rouge, et ça briserait toute possibilité d'un cessez-le-feu. Oui. Dans la situation que l'on connaît, est-ce que vous pensez que finalement il y a encore une véritable alliance et une unité en tout cas de parole et d'actes entre Washington et Tel Aviv?
C'est une bonne question. Manifestement, et vous l'avez évoqué avec l'appel qu'aurait fait, encore une fois, ou qu'a fait Donald Trump à Benjamin Netanyahou, il y a manifestement des tensions initiales. Il est fort possible que Donald Trump considère actuellement que le pouvoir israélien cherche à l'emmener au-delà de ce qu'il souhaitait, même si la sécurité d'Israël reste une priorité de la politique internationale menée par les États-Unis. De ce côté-là, il n'y a pas de changement. Ce sont les modalités pour assurer cette sécurité. Et ici, les critiques américaines de la politique israélienne se font quand même de plus en plus vives, sans renverser complètement la table. Oui, on sait que la population israélienne est en train aussi un petit peu de protester, en tout cas, même si voilà, c'est uni autour de la guerre, mais est en train un petit peu de protester parce que les Israéliens commencent à manquer de troupes et commencent aussi à manquer de munitions. Et donc, est-ce que ça risque pas de fracturer la société israélienne ? La société israélienne connaît déjà une fracture entre une aile très très dure qui n'hésite pas à envisager des solutions les plus radicales, y compris pourquoi pas une partition du territoire libanais, et au contraire une partie de la société israélienne qui est beaucoup plus dans la recherche d'un accord. C'est vrai que la fatigue ressentie par l'armée israélienne, et on le constate, d'abord, petit 1, il y a des morts israéliens, il faut quand même pas l'oublier. C'est quand même un impact symbolique assez fort sur une population. Et puis, vous le dites très, très justement, il y a des dépenses militaires très lourdes et il y a des stocks militaires. Bon, même si effectivement il y a une priorité qui est donnée, par exemple, par les États-Unis pour réapprovisionner Israël, au détriment d'ailleurs de certains autres conflits. On peut penser à l'Ukraine. Les États-Unis ont choisi d'approvisionner prioritairement Israël. On n'est pas non plus dans un manque, je dirais, de munitions et de possibilité de cesser le conflit en la matière. Israël a largement une marge de manœuvre, mais il y a une opinion publique qui, de toute façon, une partie de l'opinion qui souhaiterait en terminer, et avec cette menace permanente qui pèse sur Israël, mais en ayant conscience qu'Israël doit aussi rentrer dans le jeu de véritables négociations. Oui, et ça, c'est pas gagné. Merci beaucoup, Christophe Boutin, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des Médias TV. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur universitaire. Merci encore, très belle journée et très bon week-end à vous.